RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le son des bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée. Nous sommes diffusés sur RCN 90.7 deux jeudis par mois à 18h. Alors, on co-anime ensemble avec Françoise cette émission. Bonjour Françoise. Bonjour Olivier. Comment Bonjour ça va Francine. Ben, moi je vais bien. Bonjour tous les deux. Ça va? Eh oui, parce que y a pas que, on n'est pas que tous les deux, Françoise. Il y a Francine aussi qui est là. Bonjour Francine. Bonjour. Ça va bien? Ça va, moi ça va. Ah oui, pourquoi? Les autres ne vont pas bien. Ben, il y a des absents quand même aujourd'hui. oui. Il y a quelques absents. Hein. Et voilà, il y a quelques absents. Alors, vous n'aurez pas l'accent fleuri de Jean-Jacques aujourd'hui parce que il n'est pas là, hein, Jean-Jacques, ni Anne-Marie d'ailleurs, Anne-Marie non plus. Et puis, ce matin, on a su que Charles non plus ne pourrait pas venir parce qu'il était un peu souffrant. On se demande ce qu'il peut avoir, ce Charles. Une petite idée, Françoise? Moi je proposerais qu'on relise tous la fameuse bande dessinée qui s'appelle Putain de virus et qui doit parler d'une saleté de virus qui traîne un petit peu en ce moment. Je sais pas si c'est ce qu'a Charles, mais ça y ressemble fortement. Puis c'est l'occasion de lui faire un peu de pub pour son bouquin. Ah oui. Et puis, toutes les occasions sont bonnes. Hein. Toutes les occasions sont bonnes. Et puis ce putain de virus, c'est vrai que ça concerne peut-être pas que Charles, mais peut-être Françoise. Enfin, pas Françoise, Anne-Marie et puis Jean-Jacques aussi. Voilà. Il paraît. Et vous êtes passé entre les virus. Oh, les virus, Francine. Ouais, j'ai réussi. C'était bien ce festival d'Angoulême? Ah, super. Super, hein. Super. Il y aura de quoi raconter. On en reparlera. Très bien. Alors, avant de commencer, je voulais faire un petit point d'actualité. Alors, nous sommes déjà mi-avril et on l'a déjà évoqué dans l'émission précédente, mais je vous rappelle que dans quelques jours, le samedi 30 avril, pour être précis, aura lieu le festival BD de Jarville au lycée La Malgrange. C'est la 5e édition de ce festival Bulle d'Histoire et on ne saurait trop que vous conseiller d'y aller faire un tour. Et puis, bien sûr, le festival Villers BD qui aura lieu les 14 et 15 mai prochains sur la commune de Villers, d'où le nom, Villers BD. Et on vous en reparlera dans la prochaine émission, mais sachez déjà que pour la 10e édition, déjà, il y aura de belles pointures. Et là, j'étais censé dire, n'est-ce pas, Charles? Parce que Charles, je crois que ce sera une belle pointure là-bas aussi. On va dire oui, Charles il sera et c'est une belle pointure. Une belle pointure, un petit 42 peut-être, je sais pas, un petit 42, 43. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On a décidé de vous faire une émission spéciale François Schuiten, le célèbre et renommé auteur belge. Alors là, j'en entends quelques-uns derrière leur écouteurs, là, derrière leur poste de radio, dire François qui? Schuiten. Schuiten. C'est ça, hein? Ouais, alors. C'est comme ça que ça se prononce. Oh donc, on va trancher. Ah bon. Alors, on va tout de suite, avant de passer dans le vif du sujet, on dit François Schuiten, François Schuiten ou François Schuiten. On va dire Schuiten, ça sera plus simple. Alors, j'ai pas d'avis, moi, allons-y, mais on va pas dévier. Alors, il y a deux acceptations possibles. De l'intérêt, c'est lui-même, hein, c'est lui qui le dit. C'est François Schuiten, et pas Schuiten. Alors là, Schuiten, il veut pas. Ou François Schuiten. Les deux sont acceptés. Schuiten, c'est la version belge, et Schuiten, c'est la version française. Restons français. Restons français. Oui, puis ce serait plus facile. On fera moins de postillons. Des postillons. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, Françoise, vous allez nous faire un portrait dans quelques instants, mais disons que cette émission spéciale François Schuiten, c'est un des auteurs qui font référence dans l'univers de la bande dessinée, de par son travail et son talent de narrateur, mais surtout de dessinateur, hein. Et il a posé des jalons sur lesquels de nombreux auteurs se sont appuyés. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'il a obtenu le Grand Prix d'Angoulême en 2002. Voilà donc comme le personnage et son œuvre ne sont pas forcément très connus par le grand public et parce qu'elles demandent peut-être un peu plus d'engagement de la part du lecteur, on a choisi de vous faire un petit éclairage sur cet auteur. Alors on va commencer par vous, Françoise, avec une petite bio de cet auteur. Alors là, faire une petite bio de Schuiten, faut pas rêver, quoi. C'est infernal la vie qu'il a pu mener, cet individu. J'étais surréaliste. À chaque fois que je tournais les pages, il y avait d'autres choses qui se décrivaient. Donc, comme tu l'as dit, Olivier, puisque je vais te tutoyer, excuse-moi, il est essentiellement connu pour
en tant que dessinateur de bande dessinée. Je vais quand même reprendre sa vie dès le départ. C'est souvent comme ça que ça commence, en disant que c'est quand même une sacrée saga que l'homme-là, qui a quand même été nommé baron à un moment par son Altesse Sérénissime le roi des Belges. 2002, prix d'Angoulême, mine de rien, c'est pas rien. Né en 56, donc environ mon âge, donc il est vivant lui aussi, parce que des fois, je sais pas s'il est jeune, mais il est vivant. Je trouve que ça c'est déjà pas mal. Il est né à Bruxelles, donc en 56, une famille de 6 enfants, avec 2 personnages marquants dans sa famille, un père architecte et un frère de 12 ans, son frère aîné, Luc. Alors je note au passage que la mère, évidemment, comme d'habitude, on n'en parle pas, elle est juste photographe, elle a pu influencer son fils, mais mine de rien, la mère, les femmes là-dedans, voilà. Bref, ça c'est ma page revendication. Donc ça, c'est encore autre chose. Moi, je vous propose de lire Zut, on a encore oublié Madame Freud. C'est pas une BD, mais ça parle bien de la femme de Freud et de Victor Hugo, etc. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse. Donc, il raconte lui-même que son père envisageait pour lui une carrière de peintre ou d'architecte, parce que le père est architecte au départ. Mais donc, toute son enfance, il a été bercé par la fabrication de collages. Il a été voir les musées Picasso, de Braque. Il a été dans des expositions. Voilà, le père l'a trimballé partout pour amener ses enfants à devenir architecte. Lui dit, je suis seul à avoir à peu près échappé. Et par ailleurs, donc, il a passé des journées complètes ou des après-midi complètes sur les genoux de son frère, Luc, 12 ans de plus que lui, passionné de BD, qui non pas lui lisait, mais lui racontait les bandes dessinées, notamment Black et Mortimer, la bande dessinée de Franquin. Et il dit dans ses entretiens il a vécu entre Rembrandt et Franquin. Donc, c'est quand même pas rien comme historique. Et puis, il s'est mis petit à petit à dessiner pour parvenir à 17 ans à une première édition de ses dessins dans Pilote. Alors, Pilote, déjà, c'est pas rien. 17 ans, c'est pas rien quand même. Chapeau bas, et il dit, c'est là où il était quand même, c'est une bande dessinée qu'il met bien, à côté de Druillet. C'est quand même, c'est surréaliste, quoi. Ensuite, il fait une école de bande dessinée, ce qui était très rare en Europe, qui a été créée par Hergé. Moi, ça m'a réconcilié avec Hergé, parce que j'aime pas Hergé, désolé, voilà. Si vous m'écoutez, excusez-moi. C'est la deuxième parenthèse. Voilà, mais... Non, mais voilà. Du coup, je trouvais qu'il ait créé une école de bande dessinée. Je trouvais que c'était pas mal du tout. Et en 77, donc, il va collaborer avec des bandes dessinées qu'il va fournir à Métal Hurlant et dans une autre série qui s'appelle À suivre. Et il a été, à partir de ce moment-là, de ces bandes dessinées, il a ouvert un univers dont les autres se sont inspirés. Il a contribué à l'origine de ces bandes dessinées. C'est là où il a rencontré Peters, donc Francis va vous en parler tout à l'heure, et notamment aussi où il a quand même pas mal exploré la ville de Bruxelles. Ma grande rencontre à Angoulême, excuse-moi, je te coupe. Peters, ma grande rencontre à Angoulême, j'en reparlerai. Dans le cluster, bon, c'est bien d'accord. T'avais son 06, non? Non, quand même pas. Voilà. Ça viendra. Et il est aussi tombé amoureux de Bruxelles, alors qu'il dit qu'il vénère autant qu'il déteste, et pour laquelle il milite, et qui va être au centre de son œuvre. On retrouve toujours des œuvres, des murs de Bruxelles dans son œuvre. Alors à partir de cette base, effectivement, donc qu'est-ce que j'ai fait de mes voilà. À partir à partir de cette base qui est quand même bien positive, de frères et tout, de famille plutôt porteuse, des phrases dont il s'emparait comme le désir de demain, c'est quelque chose qu'il aime bien. Son père lui disait le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Il s'en sert pour justifier les détails de ses dessins. Il met un temps fou à faire des dessins qui sont fouillés, qui sont travaillés. Tout devient possible avec cette base de cette enfance qui est plutôt quand même extraordinaire. Notamment les rencontres, c'est quelqu'un qui est très ouvert aux rencontres. Alors avec Peters, il a fait les cités obscures. Son frère, avec les terres creuses dont je parlerai tout à l'heure. Tesson dernièrement, Tesson c'est la Panthère des Neiges, en novembre 2021. Et là, il va quand même créer son univers à lui avec des bandes dessinées. Donc je vais mettre que les titres, voilà. Donc les terres creuses 3 volumes, Le Rail, les cités obscures, Revoir Paris, La Douce. Donc ça c'est les bandes dessinées qui sont les plus connues et des projets. C'est un touche à tout, toujours guidé par un travail minutieux, l'architecture des villes dont Bruxelles. Il contribue même à un guide touristique sur Bruxelles. Ça, je savais pas. Mêlant c'est toi qui l'as. Oh là là, t'es fabuleux. J'en parlais tout à l'heure. Ah d'accord. Voilà, tout est dans tout et réciproquement, les chroniqueurs, c'est pareil. Mêlant vision personnelle d'illustrateur et d'auteur, tu pourras donc en dire plus. Donc à partir de là, il va créer son univers, mais dans sa vie, il a un univers. Il fait des scénarios de films et d'opéras. Il va sculpter, il expose ses villes, Hanovre au Japon. Il fait des affiches, il fait des lithographies, il fait des timbres. Il est traduit en 10 langues quand même, c'est pas tout le monde. Il architecturise donc avec Peters la maison Autric. C'est une maison qui se trouve en Belgique, qu'il a complètement revisitée avec
des exaltés comme lui, je dirais, voilà. Donc, fan d'Art Nouveau, vous pouvez aller voir. Moi, je peux pas décrire ce qui s'y est passé, mais allez voir si c'est possible. Il décore même la station parisienne de métro Arts et Métiers, la station numéro 11, recouverte de cuivre avec des hublots qui montrent des inventions. C'est un fou furieux, mais quand on la voit en interview, il est d'un calme. Mais oui, tout à fait. Il est extraordinaire, quoi. Ouais. Donc, tous des projets immenses que je vous suggère d'aller chercher seul sur le web, parce que ici, c'est pas possible de tout traduire, de tout décrire. Donc, Schuiten en BD, c'est dans ces histoires, c'est ce que je ressens, moi. Un grand écart entre l'onirisme et le réel. Un univers fantasmatique avec une vraie cohérence. C'est des dessins minutieux, pleins de détails. Il passe dans la même baie du graphisme noir. Alors, je pense que c'est de l'encre de Chine. Moi, je pense que c'est ça. Quand il fait ses planches, c'est de l'encre de Chine. Ah, ben. Du rotring. Enfin, je sais pas, effectivement. Il peut passer à la couleur aussi, donc, comme dans La Tour. Ou alors au pastel, comme dans les cités obscures. Il n'y a pas énormément de texte, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de texte, moi je trouve. Mon premier contact avec lui, puisque je parle souvent de mes premiers contacts, ça a été La Tour, qu'il a faite des cités obscures et qu'il a dû faire ça avec Peters, hein, c'est ça. Oui, c'est que je raconte pas de bêtises. Ah, oui. Alors j'ai été transportée au début plus par la féerie des dessins, plus que par l'histoire, alors que d'habitude je lis l'histoire et puis je regarde des dessins après. Mais alors là, il y a des dessins... Voilà, faut pas bouder son plaisir. Les planches de Schuiten, c'est fascinant. Regardez, le moindre dessin, c'est toujours extraordinairement fascinant. Mais en préparant cette chronique, j'ai découvert son univers, qui était varié, immensément diversifié, fait de rencontres, de projets fous. Je répète, Schuiten, c'est un univers circonscrit malgré sa variété autour du dessin, du tourisme, n'importe quoi, de l'onirisme et de l'architecture. C'est donc à explorer, à savourer. Alors, j'ai parlé de féerie à un moment. Moi, je conclurai en imaginant que sur son berceau, alors j'ai mal écrit, j'avais lu sur son bureau, mais je trouve que c'est pas incompatible. Il y a eu un aréopage de fées, donc l'intelligence, la sensibilité, la curiosité, le militantisme, la délicatesse, la folie, tant d'autres, ce qui fait qu'il y avait personne sur le mien. Ça, c'est dommage. Berceau. Donc, il dit chapeau à l'artiste. Avec un PS, parce qu'en 2019, il a dit, moi, j'arrête la BD. Non, ben voilà. Et en 2021, il a quand même fait Mars avec Tesson. Donc, ça veut dire que c'est pas fini. C'est ça, les rencontres de Schuiten, c'est son aventure au possible. Et ça, je trouve que c'est vraiment fascinant. Donc, en parlant de rencontres, j'ai vu une phrase qui dit, dans l'océan des rencontres, chaque goutte est importante. Donc, les deux exaltés, là, effectivement, vont sublimer ces gouttes, à mon avis, pour nous en faire respirer les vapeurs et nous enivrer. Le futur est une porte, dit-il, le passé en est la clé. Peut-être que Tesson sera cette clé. Alors, à bientôt, peut-être. Et surtout, merci Schuiten. Eh ben, merci Françoise aussi. Hein, bravo pour cette. Mais c'est pas rien de bio. Alors c'est pas rien, effectivement. C'est un sacré personnage, hein, ce François Schuiten. Oui. C'est un artiste complet, comme vous dites. Il a dû avoir une fée qui s'est. Non, en aréopage, j'étais 50, hein, c'est pas possible. 50, pas qu'une. Il y a des j'ai vu des super interviews de lui sur YouTube ou Dailymotion à regarder. Il faut voir ce calme par rapport à cette exaltation artistique. Enfin voilà, un vrai plaisir. J'ai vu une interview où c'était il venait avec son chien. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi j'ai pas vu ça. Il était sur un plateau et il était interviewé, puis il y avait son chien qui se baladait, qui prenait les bouteilles, les machins, qui les déplaçait. C'était insupportable. Il parlait de la douce, justement, de son amour aussi pour les trains. Ah, pour les trains et les locomotives. Mais j'ai pas tout dit, j'ai pas pu. Hein. Mais bien sûr que non, parce que Mais allez le découvrir, justement, c'est ça qui est bien, c'est d'aller le trouver, parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses à découvrir. Et puis, c'est vrai que le fait par exemple, la station de métro Arts et Métiers, c'est pas très loin. Et c'est un espace à découvrir que lui a fait. Et c'est quand même phénoménal, quoi, cette station de métro. C'est quand même phénoménal. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose d'important dans sa carrière, à un monde un peu particulier. Ce monde-là, ce sont les cités obscures. Alors, on peut pas vraiment parler de son travail sans les évoquer ou expliquer ce que sont que ces cités obscures. Alors, on pourrait dire que c'est une série de 13 albums publiés de 1982 avec les murailles de Samaris jusqu'en 2021 avec Bruxelles, un rêve capital. Je me tourne vers Francine pour avoir son approbation. Oui, encore que là, on n'est plus dans... Non, je le mettrai un petit peu à part. Un petit peu à part des cités obscures. Hein. Il est bien avec Benoît Peters. Déjà, c'est pas une BD. C'est un beau livre. Et puis là, on est quand même dans la réalité. Mais il fait le lien, justement, entre le Bruxelles réel et Bruxelles...
Des cités obscures, oui. Tout à fait. Et François Schuiten donc dit lui-même que les cités obscures, ce n'est pas une série traditionnelle, mais c'est tout un univers. Et les auteurs ont poussé du coup le crayon et la plume un peu plus loin. Alors, je regarde Jean-Luc. Jingle. On est synchro. Alors, chers amis... Le son des bulles sur RCR. Chers amis, bienvenue dans les cités obscures. Un monde imaginaire créé de toutes pièces par Benoît Peters et François Schuiten. Enfin, je dis imaginaire, mais je crois que c'est pas si sûr ni si simple que ça. Les cités obscures, c'est le nom qui a été donné à ce monde parallèle au nôtre. Comme le disent les auteurs dans l'intégrale numéro 1, la manière la moins erronée de qualifier le monde des cités obscures est sans doute de le définir comme un reflet décalé de notre Terre. Alors ce monde n'est pas visible de là où nous sommes, et vice-versa. Mais il y a quand même des similitudes flagrantes et troublantes, comme le nom de certaines villes, par exemple, permettant de penser que des passerelles existent entre les deux mondes. Il y a, comme vous le disiez Francine, il y a Bruxelles et Bruxelles. Il y a la ville de Paris. Paris. Nous, et de, alors je sais pas comment on le prononce, de Paris, dans les cités obscures. Et les auteurs eux-mêmes affirment avoir voyagé dans les cités obscures à partir d'une porte qui se trouverait dans le palais de justice de Bruxelles. Alors le terme cités obscures indique clairement l'importance des villes et de l'urbanisation. Les pays tels que nous on les connaît, qui structurent l'organisation des peuples, n'existent pas dans les cités obscures. C'est la ville qui est l'unité gouvernementale. C'est une institution autonome en tout, mais chacune des cités a son fonctionnement propre. Chaque ville se considère comme la capitale des cités obscures et cela pose des problèmes évidents de cartographie. D'ailleurs, il existe des représentations géographiques assez précises et détaillées des cités obscures. Ce monde est composé d'un continent unique entouré de mer et de l'océan neptunique. Et on y trouve un désert, une jungle, des chaînes de montagnes, etc. La végétation et la faune sont aussi très documentées. Alors si les animaux sont devenus rares dans les cités obscures en raison de la disparition des espèces, la végétation, quant à elle, se développe d'une façon remarquable. Concernant l'histoire des cités obscures, c'est assez flou. À l'instar de 1984, les faits historiques sont régulièrement réécrits en fonction des événements. L'imagination est considérée comme la première qualité de l'historien. Ça, c'est pas trop mal, je trouve. C'est pas trop éloigné, finalement. Et de ce fait, il est difficile d'avoir une grande fiabilité sur la connaissance du passé des cités obscures. Par contre, il existerait un consensus sur le premier bâtiment créé dans les cités obscures. Il marquerait l'an 0 du calendrier. Il s'agit de La Tour, qui a fait l'objet d'un album et dont vous nous avez évoqué tout à l'heure, Françoise. C'est mon premier achat de Schuiten. Le premier achat de Schuiten, La Tour. Alors, au niveau artistique, c'est l'architecture, qui est reine. La sculpture, la peinture, notamment avec les œuvres d'Augustin Desombres, ont une importance un peu plus relative. Les cités étant au cœur de ce monde, il est normal donc que l'architecture y ait une place privilégiée, voire primordiale. Elle façonne le paysage autant qu'elle modèle les personnes. Elle définit les contours d'une sorte d'utopie rétro-futuriste, mêlant réalisme et fantaisie, et en puisant quand même régulièrement ses sources dans l'art nouveau de notre monde à nous. Alors sur le plan des sciences et des techniques, les disciplines les plus développées sont les mathématiques, la botanique, la médecine, l'astrologie et l'astronomie. Mais contrairement à ce que l'on connaît ici, la science exacte dans les cités obscures, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui compte, c'est l'intuition et l'insolite et l'à peu près. Ça, ce sont les qualités préférées et recherchées chez les scientifiques des cités obscures. Alors, l'inventeur le plus renommé dans les cités obscures, c'est Axel Wappendorf, qui est à l'origine des nombreuses avancées technologiques et dont les travaux ont fait l'objet d'une encyclopédie complète. Vous l'avez, l'encyclopédie, Francine, d'Axel Wappendorf? Non, vous l'avez pas. Alors je l'ai lu, j'ai commencé à regarder, et c'est assez complet. C'est un inventeur qui a fait plein d'objets, notamment pour se déplacer, des espèces de vélos ou de choses comme ça, de véhicules comme ça qui permettent de se balader dans les cités obscures. C'est assez phénoménal et il y a beaucoup d'imagination là-dedans. C'est ça qui est important. Voilà donc alors pour une description rapide des cités obscures. Et vous l'avez compris, les auteurs ils cultivent le flou entre réalité et fiction. Ce monde existe-t-il vraiment?
Ça, c'est une question importante. Et dans l'intégrale... Alors là, pour savoir s'il existe vraiment, il faudrait peut-être lire le dossier B. Le dossier B. Ah, oui. Vous l'avez lu, le dossier B? Non, je ne l'ai pas lu parce qu'en plus de ça, c'est à partir d'un livre sorti en 1960 qu'on ne trouve plus. Et donc, justement, Peters et Schuiten ont fait un film à partir de ça, une enquête, à savoir si effectivement il y avait un complot, etc. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette cité obscure, c'est qu'il y a des tas de ramifications. Mais oui. Et puis entre, comme on dit, le réel et la fiction, c'est difficile des fois de s'y retrouver. Et donc du coup, dans l'intégrale en 4 volumes, alors de plus de 350 pages chacun, hein, 350 pages, c'est le minimum, hein, parce que souvent il y en a 400, quoi. Vous trouverez les différentes histoires donc que Benoît Peters et François Schuiten ont publiées en 30 ans. Mais aussi une description très réaliste des lieux emblématiques des cités obscures et des portraits tout aussi précis des personnages illustrés, des portraits qui mélangent des personnages des cités obscures et des personnages de notre monde. Alors pour les différencier, c'est pas toujours facile, même si on fait, même en recherchant sur Internet, ce qui est du vrai ou ce qui est du pas vrai. D'ailleurs, on va faire un petit quiz. Et voilà, le premier quiz, c'est moi qui vais l'avoir. Alors je vais vous citer 3 personnages des cités obscures, et puis vous allez me dire si c'est des personnages de notre monde, ou pas. Des cités obscures, ou peut-être des deux. Ouais. Oula. Non, je n'ai pas tout lu, hein. Alors, on va commencer par Marie von Ratten. Ah oui, Marie von Ratten, l'enfant penché. L'enfant penché. Cité obscure. C'est Cité obscure, voilà. Elle appartient, c'est un personnage vraiment des cités obscures. C'est un enfant penché. Elle a fait donc c'est un album tout particulier. Elle est à un moment donné de sa vie, elle penche. Elle a son centre d'inertie. Et on la retrouve en tant que consultante dans la théorie du grain de sable. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. En tant qu'adulte, et voilà. C'est ça. C'est un personnage un petit peu récurrent dans les cités obscures, comme beaucoup d'ailleurs, hein, et qui arrive de temps en temps et qui nous fait visiter aussi des fois à un moment donné le musée des ombres. Elle est un personnage, elle est là pour nous guider. Alors. Juste la petite anecdote, je fais aussi des parenthèses. La petite anecdote, c'est entre François Schuiten et Benoît Peters. François Schuiten disait que quand ils se sont rencontrés, à la cour d'école, Benoît Peters était assez petit, François Schuiten était assez grand, et on les appelait c'était des enfants penchés. Alors peut-être que c'est là que c'est venu cette histoire de l'enfant penché. Alors, deuxième personnage, Nadar. Oh oui, on le trouve dans les deux. Ah, elle est incollable, cette Francine. Ah oui, Nadar. Respect, alors là, même pas chercher à répondre. Nadar, bon, alors. Donc, avis aux auditeurs, si vous comprenez pas tout, moi non plus. Nadar, c'est le monde réel. Son prénom, alors un prénom assez rigolo, c'est Félix Tournachon. Nadar, célèbre photographe portraitiste des années 50. Il a photographié Jules Verne, Clémenceau, Baudelaire, etc. Par contre, alors, il existe dans les cités obscures, mais sous le nom de Ardan. Ils ont fait ils ont mélangé les lettres, ils ont fait à l'envers. Un photographe, c'est un peu le même personnage, photographe, explorateur, dont le parcours est sensiblement pareil que Nadar. Un troisième personnage, Joseph Poellert. Architecte. On le retrouve dans les deux. C'est l'architecte du palais de justice dans notre monde à nous, et donc du palais des 3 pouvoirs. Voilà, c'est exactement ça. Elle est formidable. Vous êtes formidable, Francine, quand même. Non, mais ça tombe juste sur ce que j'ai voilà, étudié. C'est ça. Trop facile. C'est ça. Donc, effectivement. Il y a un complot, là, à mon avis. Ouais, oui, on s'est concerté un petit peu avant. On n'a même pas triché. Alors, Joseph Poellert, c'est dans notre monde, c'est l'architecte, effectivement, comme vous disiez, de la construction du palais de justice de Bruxelles. Et dans les cités obscures, ils n'ont même pas changé le nom. C'est l'architecte qui a construit le palais des 3 pouvoirs de Bruxelles. De Bruxelles. Voilà. Alors pour créer, voilà, on comprend bien, ça appuie bien le fait que les deux auteurs-là, ils créent un peu de confusion. Les cités obscures, le monde réel, on sait plus trop vraiment où est-ce qu'on s'y retrouve. Alors, je pense pas d'ailleurs que au début des années 80, avec la publication des Murailles de Samarie, ils y aient pensé. Ils avaient imaginé l'ampleur du travail qui venait de commencer. Et les contours des cités obscures sont construits progressivement sur de la rêverie.
de l'illusion et de la poésie. Oui, alors Benoît Peters et François Chuitani ont distillé au cours du temps une réflexion, une philosophie, et si les cités obscures sont un reflet décalé de notre monde, est-ce un reflet positif ou négatif de nous-mêmes, ou n'est-ce pas pour nous interroger sur nos comportements et nos excès peut-être par rapport à un environnement de plus en plus urbanisé. Alors, moi pour ma part, je préfère penser qu'elles existent. C'est un choix. J'aime bien l'idée de penser qu'il y a un monde parallèle qui existe. Et puis, il y a un monde parallèle. Il y en a un monde, ou plusieurs, même peut-être. Asimov, il l'a décrit, oui. Et d'ailleurs, alors, le flou continue jusqu'au bout, parce que dans l'intégrale, on trouve aussi l'emplacement des portes, des passages qui permettent de passer d'un monde à l'autre. Alors ça, c'est formidable. Moi, j'irai voir à un moment donné. J'irai voir parce que pour être sûr. Alors, libre à vous aussi, auditeurs et auditrices, d'un jour d'essayer de vous y rendre et pourquoi pas de commencer le voyage, quoi. Après tout, la bande dessinée, c'est aussi ça. C'est une porte ouverte sur l'imaginaire. Alors, on peut se laisser aller. Voilà. Donc, sachez que si cet univers fantastique vous intéresse, vous pouvez vous procurer l'intégrale des Cités Obscures en 4 volumes. Là, vous avez de quoi remplir vos soirées pendant quelques années, je pense. Vous pouvez aussi choisir parmi les albums de cette série. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Ça va des Murailles de Samaris à, alors pas Bruxelles, un Capital, mais celui juste avant, dont je ne sais plus le nom. Et pour aller encore plus loin, il y a un site qui s'appelle altaplana.be. Donc Belgique, et là vous retrouverez, alors c'est assez fascinant parce que c'est le monde complet des cités obscures, hyper documenté, c'est hyper réaliste, il y a des trucs, c'est incroyablement bien documenté. Voilà, puis donc pour finir, sachez que les cités obscures ont obtenu de nombreux prix, dont le Fauve, c'est-à-dire que je m'y retrouve, le Fauve d'or du meilleur album en 1985, avec La Fièvre d'Urbicande. Et en 2013, les cités obscures ont obtenu de nombreux prix, par exemple, dont le Grand Prix Manga au Japan Media Art Festival en 2013. Voilà. Donc, un monde complètement à part, complètement déjanté, mais vraiment à explorer. Qu'on retrouve aussi, moi j'ai parlé tout à l'heure des terres creuses. Hein. Je trouve que c'est sa trame à Schuiten d'avoir ces mondes complètement déjantés où tout est dans tout, où il fait des liens, effectivement, il y a des ramifications. Enfin, c'est ça. C'est à la fois très vaste, c'est ce que je disais tout à l'heure, très vaste, et en même temps, c'est très circonscrit. Il y a comme un fil rouge, ça part pas dans tous les sens. C'est ça. Puis il y a toujours il y a quand même quelque chose, un message ou quelque chose à revendiquer dans tout ça. Alors, j'ai une information pratique. Quand vous disiez qu'il y avait ces œuvres, les 10 tomes, là, en 4 volumes. Moi, je lis au lit, et quand il y a des gros volumes, je me suis pris une feuille intégrale sur le nez. Donc, je préfère avoir 10 bandes dessinées différentes que d'en avoir 4 en compact. C'est très lourd à lire. Ça fait moins mal. Ce qui est intéressant dans les intégrales, c'est qu'il y a un tas justement de documents complémentaires, dont justement le scénario du fameux dossier B. Qu'on retrouve. Il faut acheter les 2. Ouais, il y a beaucoup d'apports par rapport. Il y a beaucoup d'apports supplémentaires, et c'est en ce sens-là que l'intégrale est très intéressante. Ouais, mais ça fait moins mal quand même. Oui. Ça fait moins mal. Alors d'ailleurs, dans ces cités obscures, on trouve un album qui s'appelle Bruxelles. Et oui, parce que de la même façon qu'on ne peut parler du tandem Schuiten-Peters sans parler des cités obscures, il est difficile, voire impossible, de parler des cités obscures sans mentionner celle qui est à l'origine de ce monde parallèle. Et je veux parler de... Bruxelles, évidemment. Bruxelles nous a marqués tous les deux par ses incohérences et son chaos, déclare Benoît Peters. Selon lui, Bruxelles, en tant que ville réelle, est sans doute l'inspiration d'abord inconsciente, puis de plus en plus consciente de tout leur travail, et était déjà là en filigrane dès le premier album, Les Murailles de Samaris. Alors, petite anecdote personnelle, la première fois que je suis allée à Bruxelles, en me rendant de la gare, à mon hôtel, je suis passée devant une librairie, et comme je ne peux pas passer devant une librairie sans m'y arrêter, j'ai bien évidemment poussé la porte. Et là, je tombe sur quoi? Sur un guide qui, en lieu et place des photos habituelles, comporte des dessins de François Schuiten. Alors, autant dire que j'ai tout de suite rangé mon guide vert au fond de mon sac, et c'est avec ce guide que j'ai déambulé dans la capitale wallonne. Ce guide Bruxelles itinéraire fait partie d'une collection lancée conjointement par Casterman et Lonely Planet fin 2009, et nous permet de découvrir autrement des villes mythiques magnifiées par le regard de grands auteurs de BD. Alors, outre Bruxelles, avec François Schuiten, ils nous font découvrir New York avec Mal Seaman, Rome avec Rome. Qui est-ce qui pourrait bien nous faire découvrir Rome?
L'école des fans. L'école des fans. Jacques Martin. On va dire que c'est le même nom, mais pas la même personne. L'école des fans était... Ah, l'école des femmes. L'école des fans. L'école des fans. Alors là... Édition de... Jacques Martin. Jacques Martin. Jacques Martin. Qui a fait Alix. Qui faisait les bandes dessinées d'Alix. Jacques Martin, dessinateur d'Alice. Alors, c'est pas le même. Donc, on va découvrir Rome avec Alix et Jacques Martin. Ah, bah, d'accord. Voilà. Ça y est. On y est. Autre découverte, Venise avec Françoise. Ah, bah, j'ai dit Corto Maltese. Corto Maltese, bien sûr, et Hugo Pratt. Bravo. Oui, alors, bravo, Françoise. À ces 4 premiers titres viendront s'ajouter Marrakech avec Jacques Ferrandez, Florence avec Nicolas de Crécy, Prague avec Guillaume Sorel, Berlin avec Isabelle Kreitz, Istanbul avec François Place et enfin Montréal et Québec avec Romain Renard. Mais revenons au guide sur Bruxelles. Les 9 itinéraires proposés abordent chacun un quartier en insistant sur l'urbanisme et l'architecture. Toutefois, la première visite n'est pas celle d'un quartier, mais celle d'un édifice. Lequel, à votre avis? À Bruxelles. À Bruxelles. Le palais de justice, bien évidemment. Le fameux palais de justice, édifice démesuré, lieu de passage entre Bruxelles et Bruxelles, son double des cités obscures, car il ne faut pas l'oublier, le monde des cités obscures communique avec le nôtre. Une large place lui sera consacrée dans l'album Bruxelles, un rêve capital, paru en septembre 2021 chez Casterman. Cet album, que l'on peut classer dans la catégorie beau livre, nous fait découvrir la ville sous un angle à la fois historique, architectural et onirique, livre hommage écrit en contrepoint au 5e album des cités obscures, Bruxelles, qui lui était un véritable pamphlet contre l'urbanisation destructrice qui sévit tout au long de l'histoire de la ville. Alors dans Bruxelles, Constant Abels, fleuriste, vient de terminer les travaux de sa boutique afin de se convertir, à la fleur en plastique qui pour lui symbolise le progrès, l'avenir et doit rouvrir le lendemain. Oui, mais rien ne va se passer comme prévu. Sa boutique se trouve au beau milieu d'un quartier qui doit être rasé pour faire place à des projets immobiliers démesurés. L'eau vient d'être coupée, le téléphone ne fonctionne plus et l'atout dont il souffre depuis quelques jours ne cesse de s'aggraver. Il décide alors de se rendre au Palais des Trois Pouvoirs, qui n'est autre que la version bruxelloise des palais de justice bruxellois, pour régler le problème avec l'administration. On plonge dans un univers kafkaïen, et lui qui se voulait à la pointe du progrès avec ses fleurs en plastique, va devenir une victime de ce même progrès qui va entraîner la destruction de sa maison ainsi de son magasin, faisant de lui une marionnette aux mains des spéculateurs et autres consorts désirant faire de Bruxelles la capitale des cités obscures. Alors l'album Bruxelles est paru en 1992. Dans la préface de 14 pages de l'édition 2008, Benoît Peeters fait un rappel historique, rappelant les différentes phases de modernisation de Bruxelles, mettant en évidence la principale source d'inspiration pour Bruxelles, ce qu'on appelle la bruxellisation, autrement dit la transformation rapide et brutale, la destruction du patrimoine sous la pression des promoteurs et spéculateurs, sans oublier la mégalomanie des uns et des autres. L'album Bruxelles, un livre capital, lui, est une déclaration d'amour à cette ville. Comme les auteurs le soulignent en 4e de couverture, aimer Bruxelles, c'est l'aimer avec ses ombres et ses fantômes. Dans ce livre, ils nous invitent à une balade parmi les lieux qu'ils aiment, les fait rêver, les interrogent. Le palais de justice, devant lequel on ira même jusqu'à croiser Mortimer, clin d'œil au dernier pharaon. Les galeries royales Saint-Hubert, la maison Autrique, qui, ne l'oublions pas, est également un lieu de passage entre Bruxelles et Bruxelles dans l'album La théorie du grain de sable. La maison du peuple de Victor Horta, magnifique bâtiment art nouveau, aujourd'hui malheureusement disparu, inauguré par Jaurès puis détruit dans les années 60, malgré une pétition signée par une centaine d'architectes. N'oublions pas qu'à